L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va fêter la victoire en Coupe de France des Yetis de Grenoble, célébrer basket au pied la journée du 8 mai et pousser les portes du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Justine Decolle. Bonjour. Bonjour. Chargée de la communication, des projets artistiques et culturels du musée de la déportation et de la Résistance de l'Isère. Je l'ai d'ailleurs dit dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, les deux termes y sont. À côté de vous, Thibaut Nière, manager des Yetis. Bonjour. Bonjour Thibaut. Alors vous allez vous sentir un petit peu seul, Justine, parce que autour de ce plateau, l'équipe des Yetis est venue en force avec Jérémy Lapreza et Lambert Hamon, deux joueurs de l'équipe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Membre également de l'équipe de France. Et puis vous êtes venus avec cette Coupe de France que vous avez remportée il y a quelques semaines. Bravo à tous. Je salue également Sébastien Lepollard, un téléspectateur de Télé Grenoble qui a remporté en avril le gros lot mis en jeu par notre partenaire, l'entrepôt du bricolage. Sébastien est allé récupérer un chèque de 1 000 € au magasin de Saint-Martin-d'Air, une somme qu'il pourra à loisir dépenser dans l'un des 3 entrepôts du bricolage de l'agglomération, à Comboire, à Saint-Jean-de-Moiran et donc à Saint-Martin-d'Air. Et ça tombait plutôt bien pour Sébastien Lepollard puisque il est en train de retaper une maison du côté de Villars-Bonneau. Et si, comme lui, vous voulez gagner un bon d'achat chez l'entrepôt du bricolage, il suffit de répondre à la question posée à la fin de cette émission. Vous pouvez également la retrouver sur notre site internet télégrenoble.net. Alors j'ai d'autres gros gagnants, vous l'avez compris, sur ce plateau. C'est pas un chèque qu'ils ont remporté, mais une coupe, la Coupe de France de roller hockey. Bravo aux Yetis. Thibaut Nière, d'ailleurs, pourquoi les Yetis, ça vient d'où ce nom ? Alors je pense que c'est un nom qui a été décidé par notre président. Après, j'ai pas l'histoire exacte de ça. Si quelqu'un là, il peut la dire, mais moi j'ai pas l'historique exactement de ce nom-là. Bon, le club existe depuis une bonne vingtaine d'années. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on fête la 25e année l'année prochaine de l'existence et de la création de ce club. Donc voilà. Alors, on va mieux faire connaissance avec le club et puis aussi la discipline, parce que c'est vrai que le roller hockey, c'est pas la discipline la plus connue en France. Il y a combien de pratiquants à peu près ? Alors, il me semble qu'on est 13 000 licenciés. Alors, je dis ça, c'est les nombres qu'on m'a communiqué il y a une semaine ou deux, donc j'espère que ma mémoire ne fait pas trop défaut. Je sais qu'à Grenoble, on est 170 licenciés au Yeti, justement, donc toutes catégories confondues. On a des plus petits, les mini-poussins, jusqu'aux adultes qui sont l'élite, la N2 et la loisir. Donc on a vraiment tous les âges avec nous. Et puis voilà, un club que de bénévoles, toujours en association, puisqu'on n'est pas un club professionnel, où on est tous bénévoles et membres de ce club parce qu'on l'aime, il faut le dire. Il y a un esprit aussi un peu. C'est une petite famille, on va dire. C'est une petite famille où on est là uniquement par l'envie de se retrouver, de partager notre passion qui est le roller hockey, sport moins connu que le hockey sur glace, mais qui a vraiment rien à voir avec le hockey sur glace, qui a tout autant de charme, même si on a du mal un peu à se faire connaître. Mais oui, c'est vraiment une petite famille qu'il y a aux Yetis. Jérémy Lapreza, vous êtes le capitaine de l'équipe, donc c'est à vous que revient la tâche de nous expliquer les grandes lignes du roller hockey. Thibaut disait que ça n'avait rien à voir avec le hockey sur glace. Quand on n'est pas un spécialiste, on a l'impression quand même qu'il y a des similitudes. Bon, il y a déjà la crosse, les tenues, certaines règles également. C'est un sport qui ressemble beaucoup au hockey sur glace, mais qui est très différent en fait, dans le sens où le jeu est beaucoup plus rapide. C'est la même pratique, mais sans les contacts en moins, et un joueur de champ en moins. Donc, on va plus vite avec des rollers qu'avec des patins ? Non, mais le fait d'avoir justement un joueur de champ en moins, ça laisse plus d'espace, et le fait qu'il n'y ait pas de contact aussi, ça laisse plus de liberté aux joueurs, et ça amène, je pense, plus de vitesse au niveau du jeu. Après, on le voit là sur des images d'un de vos matchs à la Halle Clémenceau, le principe reste le même, il faut mettre des buts à l'équipe adverse, et si possible, au moins un de plus. Oui, il y a quelques règles qui diffèrent. On a le dégagement interdit qui n'existe pas au roller.
et la règle du hors-jeu. Donc c'est vraiment un jeu plus libéré et pour ma part plus sympa à regarder jouer. Est-ce qu'on va également en prison en roller hockey? C'est la même chose qu'au hockey sur glace, donc oui. On sanctionne les fautes en excluant les joueurs pendant 2 minutes. C'est, Thibault le disait, un sport purement amateur au niveau français? Purement amateur, oui et non. Il y a quelques clubs qui arrivent à financer l'arrivée de quelques étrangers qui viennent renforcer le championnat français. Donc il y a surtout des étrangers qui viennent en France pour vivre du roller hockey, mais je pense pas qu'il y ait de Français qui vivent uniquement du roller hockey. Vous, à Grenoble, il y a des Américains qui viennent chaque saison renforcer un petit peu l'équipe? Oui. On a, alors pas forcément des Américains. L'année dernière, on a eu un Tchèque qui est venu et cette année, oui, on a deux Américains, dont Shane Fox ici présent. On a Junior Cadiz qui nous rejoindra donc pour les playoffs et donc pour le match de samedi à Caen. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais oui, cette année, on a Hugo Rebuffet qui malheureusement est pas là. C'est l'entraîneur. Voilà, qui est l'entraîneur et donc c'est lui qui a eu en charge pendant l'intersaison de faire ses recrues et de très très bonnes recrues puisqu'on a pu conserver notre Coupe de France. Alors, vous avez présenté Shane, on va peut-être faire le tour de table rapidement, les noms et prénoms des autres membres des Yetis présents ce soir. Allez, avec plaisir. Donc Shane Fox qui nous vient des États-Unis. Parlez dans le micro. Pardon. Ouais, ça va être compliqué, mais il va falloir se... Donc Shane Fox de Philadelphie. Voilà. On a Jolane Monia-Duclos, donc membre de l'équipe de France aussi. Maxime Rosin, Marion Mousseau, qui est notre deuxième gardienne et qui nous a fait un match de qualité contre Amiens lors de notre dernier match de championnat. Nicolas Gauthier, qui est là depuis un petit moment, qui nous a fait pas mal de stages. On le voit comme ça à l'antenne. Voilà, très bien. Qui, cette saison, nous a fait, si je dis pas de bêtises, deux stages en équipe de France, un stage avec l'équipe de France. Donc voilà. Evan Richard. Alors Evan, il faut qu'il bouge. Comme ça, si on veut voir sa tête, se décale de... Ah bah oui, mais... Voilà, comme Jérémy bouge en même temps. Voilà, on a Johan Kerkov, donc à sa gauche, champion du monde avec les juniors cette année et qui était déjà avec nous l'année dernière et qui nous arrivait de Montchavin. On a, j'allais dire Pousse-Pousse, mais non, c'est son surnom, c'est Simon Demars, donc notre gardien titulaire qui a été champion du monde avec les juniors en 2014. Merci, le coup de téléphone de tout à l'heure. Et on a Paul Gabriel, un de nos défenseurs qui l'a aussi depuis un moment et avec qui on a gagné la Coupe l'année dernière tous ensemble. Alors cette Coupe de France, effectivement, ça fait 2 ans que les Yetis la ramènent. Est-ce que je peux juste dire un petit mot, avoir une petite pensée donc pour Hugo Rebuffet qui est notre coach et qui n'a pas pu être là, pour Elliot Machy et pour Charlie Daman qui, je ne sais pas où ils sont d'ailleurs, mais qui ne peuvent pas être là aussi. Je ne peux pas vous dire où ils sont, moi je ne connais pas l'emploi du temps. Il me manque Junior Cadiz qui est notre autre Américain qui ne peut pas être là et Hugo Nuturno qui est au travail. Voilà, et là vous avez toute l'équipe au complet. C'est bien, il y en a quand même un qui bosse sur l'ensemble. Voilà, merci. Alors, cette coupe, vous l'avez gagnée à l'issue d'une finale contre Angers. Lambert n'a rien dit pour l'instant, alors il va me commenter les images de cette finale. Il y a eu beaucoup de buts. Alors, j'ai été sympa, j'ai mis que les buts de Grenoble. Vous avez marqué 6. Ça, c'est le moment de la délivrance. Lambert, c'est plus fort quand on gagne une deuxième fois ou la première avait déjà été marquante ? Alors personnellement la première était plus émotive parce que les 2 matchs à Carpentier on les a finis au penalty, donc il y avait beaucoup de stress et puis voilà, c'était la première fois qu'on ramenait un titre aux Yetis de Grenoble. Et après c'est sûr que la deuxième aussi elle fait énormément plaisir hein, mais ça a une bonne saveur, mais voilà, le match a été un peu plus maîtrisé de notre côté, donc très heureux, mais voilà un sentiment différent. Bon, ça, c'est quand vous avez donc une joie soft, donc je préfère pas montrer des images de la joie plus émotive, parce que là, à une heure de grande écoute, on peut pas se permettre. Mais en tout cas, on sent que ça vous faisait plaisir de conserver ce titre. C'est vrai que le club existe depuis 20 ans. Pendant 20 ans, il n'y a eu aucun trophée, et puis là, coup sur coup, 2 Coupes de France. Alors, il y a eu 2 trophées internationaux, puis Grenoble a gagné 2 fois la Coupe d'Europe. Et par contre, au niveau français, oui, ce sont les 2 premiers titres coup sur coup qu'on a eu. Donc, est-ce qu'il y a eu un déclic? On ne sait pas l'année dernière, mais voilà, en tout cas, on sait que
on commence à y prendre goût. Et même si en effet, c'est pas tout à fait la même saveur, je pense qu'on peut pas se lasser de ces moments-là. Et s'il doit y avoir une troisième fois, je pense qu'on sera toujours aussi content d'avoir encore une troisième fois. Vous savez ce qu'on dit, jamais 203. Mais bon, pour l'instant, on en est à 2. Jérémy Lapreza, finalement, c'est vous qui allez me commenter les buts de cette finale. D'ailleurs, vous en avez marqué plusieurs. Alors, premier but, c'est Jolan qui prend le rebond de Lambert. C'est avec un peu de chance parce que le palais, je crois qu'il rentre à quelques millimètres. Le rebond, c'est quand le gardien relâche le palais. Lambert n'a pas été capable de la mettre au fond tout de suite, alors son coéquipier était là. Le deuxième but, c'est une passe de Jolan qui me revient et j'ai plus qu'à déjouer le gardien. Facile. La passe est belle. Ça va vite, même au ralenti, on sent que ça se joue en quelques secondes, des actions. Oui, et puis même le gardien, du coup, est complètement pris de vitesse. Troisième but, là c'est moi qui shoot, ça revient sur Junior Cadiz qui me la remet et c'est le 3-1. Ouais, c'est le 3-1 parce qu'entre-temps, l'équipe d'Angers a marqué un but mais je l'ai zappé. Et là le quatrième important, c'est Lambert qui est devant le gardien, qui reçoit une passe que je lui mets et qui force bien sur ses bras pour pouvoir la mettre au fond. Entre les jambes, non? Là, c'est Johan Kerkhoff qui reçoit une belle passe de Junior et qui la met bien au fond. Et le dernier but, c'est Jolan qui prend le rebond de Shane, je crois, qui shoot. Voilà. Bon, celui-là, j'aurais pu le mettre. C'est juste à tendre la main pratiquement pour... Non, faut pas croire. On marque plus de buts en hockey, en roller hockey qu'en hockey sur glace, ou c'est à peu près le même type de match? C'est à peu près pareil, je dirais. Au hockey sur glace, les cages sont un peu plus grandes. Elles sont un peu plus relevées. Donc il y a un peu plus de place pour marquer. Mais bon, si on regarde les rencontres, je pense qu'il y a à peu près le même nombre de buts. Il n'y avait pas de suspense dans cette finale. Vous avez très vite pris l'avantage avec 2 buts, 3 buts. Si, il y a toujours un peu de suspense quand on joue une finale. Mais c'est vrai qu'on a commencé très très fort ce match. Donc on se l'est facilité d'entrée de jeu. Cette Coupe de France que vous conservez, au bout de 3 fois, on la garde définitivement à la maison ou on est obligé de la repasser au club suivant? Non, je vois que par exemple, j'ai sous les yeux, j'ai l'élite Retel qui l'a gagné 4 fois d'affilée. Elle est là aujourd'hui, donc non, on la rendra chaque année avec l'envie de la récupérer à nouveau. La Coupe, vous l'avez gagnée 2 fois, le championnat, jamais. Ça peut être l'objectif de cette fin de saison? Ça l'est clairement dans le sens où quand on gagne une coupe 2 fois d'affilée, forcément on se montre comme étant une grosse équipe et une grosse écurie de ce championnat. On a eu une première partie de championnat qui a été plutôt en dents de scie, on va dire, mais on n'a pas eu tout le temps tout le monde. Et le championnat, c'est un petit peu compliqué, surtout au niveau des étrangers. Là, on sait qu'on est au complet, on sait qu'on va attaquer les playoffs. Et voilà, il y a tous les sports qui ont des playoffs. On sait que les playoffs, c'est une nouvelle saison qui commence. Donc là, on a fini 5e, on reçoit Caen. Maintenant, il faut prendre tous les matchs. Et voilà, on a un quart de finale et c'est un nouveau championnat qui commence, quoi. Alors, le match contre Caen se jouera d'ailleurs pour le match aller à Grenoble ce samedi. À la Halle Clémenceau à 20h30. Voilà, il y a bien un rapport avec le hockey sur glace. Là, le Clémenceau a fait les belles heures des bowlers de l'eau pendant de nombreuses années. Oui, ça c'est sûr. C'est exceptionnel de jouer à cet endroit-là ou c'est le terrain que vous avez l'habitude d'utiliser? Alors, c'est pas le terrain qu'on a l'habitude d'utiliser puisque normalement on joue au centre sportif universitaire, au CSU à Saint-Martin-d'Air, donc à côté de la piscine. Seulement, il y a des fois le terrain est pris, on peut pas jouer là-bas, alors pour multiples raisons qu'on va passer. Donc, on fait la demande à Grenoble pour pouvoir justement utiliser la Clémenceau. Et donc, pour nous, c'est toujours un plaisir d'aller jouer là-bas parce que c'est vrai qu'il y a une âme, il y a une histoire, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Donc, forcément, on aime bien. La salle est grande, le terrain est grand. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans cette salle-là. Donc, Parmi tous ces joueurs, il n'y en a aucun qui a fait du hockey sur glace avant de passer sur les rollers? Si, quand même, plusieurs. Un petit peu. Si, oui. Bon, même Marion lève la main. S'il n'y a jamais eu de champion de France à Grenoble chez les Yetis, il y a par contre des champions du monde, puisque la France a remporté le titre l'été dernier. Je crois que c'était la première fois, Jérémy, que la France était championne du monde en roller hockey. Première fois depuis que les championnats du monde existent. Bon, vous étiez 3 Grenoblois, je crois, dans l'équipe, tous les deux. Et Jolan. Et Jolan également.
Lambert et moi. Bon, Jolan joue à quel poste en équipe de France? Attaquant, comme à Grenoble. Bon. Vous avez scoré pendant ces phases finales du championnat du monde? J'en mets un en finale, ouais. Ah bah voilà. Ouais, j'en mets un en S'il finale. faut en mettre un, vaut mieux le mettre en finale. J'ai mis le premier, le 1-0. contre l'Italie. L'échéance prochaine, il y a un championnat du monde tous les ans en roller Un hockey? championnat du monde tous les ans, et du coup, le prochain, donc c'est en Italie, et ça sera fin juillet. D'accord, donc ça fait beaucoup de titres à défendre, hein, la Coupe de France, le championnat du monde. Il y avait Johan aussi qui est champion du monde, lui, junior. Il y a un vrai terreau de formation au sein des Yetis. Ah oui, on est un gros club formateur, hein. Comme je disais en début d'émission, c'est vrai qu'on a des jeunes dans toutes les catégories. On s'efforce à ce que chaque catégorie ait un entraîneur. Alors je redis encore une fois, quand je dis qu'on s'efforce, c'est que ce sont tous des entraîneurs bénévoles. Je prends l'exemple de Johan Karkov qui est là avec nous, qui est joueur et qui aussi s'occupe des jeunes. Je pense que c'est pas le seul, mais j'en oublie. Evan aussi, je sais que tu t'en occupes aussi. Donc voilà, on se force vraiment à cultiver ce groupe de jeunes, à essayer de les former, de les emmener le plus loin possible, quoi. C'est pas simplement qu'une usine à gagner des titres ou un truc comme ça, puisqu'on n'est pas, comme je disais, c'est une petite famille, donc on s'occupe des petits, on essaie de les emmener le plus haut possible. Essaye. Et le plus haut possible, c'est donc ce championnat du monde. J'ai retrouvé quelques images des derniers instants. Je ne sais pas si vous étiez sur le terrain à ce moment-là, Jérémy et Lambert. Je crois qu'on était tous les trois sur le terrain. Non. Là, il y avait de l'émotion quand même, Lambert. Là, il y a énormément d'émotions. Ouais. On se rend pas compte directement qu'on a fait quelque chose de grand. Mais voilà, on profite. On va voir les copains qui étaient sur le terrain. Et puis voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Alors, on sent qu'il y a de la joie dans le staff. Alors, il y a également une joueuse internationale dans cette équipe des Yetis. C'est Marion. Et Marion a la particularité d'avoir joué cette année une rencontre complète avec les garçons. C'est pas banal, hein, dans un sport de haut niveau. Non, on n'est pas beaucoup de filles en France à jouer au roller hockey et encore moins au niveau de l'élite. Du coup, oui, c'était un peu particulier et j'ai fait le match entier et du coup, je l'ai gagné. On l'a gagné. Donc, oui, c'était vraiment bien. Bon, vous êtes dans les buts, donc le gardien a un rôle très important dans ce genre de sport. Donc, vous pouvez dire, je l'ai gagné. Comment vous êtes accueillis par les garçons? Ils ne nous écoutent pas, là, vous pouvez me le dire. Non, mais tout se passe bien. J'ai toujours joué avec des garçons depuis que je suis tout petite, donc il n'y a jamais eu de soucis. Et ceux-là sont vraiment top avec moi. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Et puis ils m'ont félicité, j'ai eu le droit au casque du match de la meilleure joueuse. Et puis vous avez le droit à votre médaille également, la Coupe de France, hein, comme tous les membres des Yetis qui ont participé à la saison. On vous souhaite bonne chance, notamment pour le premier match des playoffs, samedi à l'Al Clémenceau. Tous les nostalgiques de l'Al Clémenceau peuvent venir encourager les Yetis. Avec plaisir. J'espère qu'il y aura de l'ambiance pour ce match. Justine, vous n'avez jamais été championne de France ni championne du monde non plus, hein? Non, malheureusement, non. On va vous sortir. Je suis désolé, mais... Non, mais au musée de la Résistance, on n'a pas comme ça de catégorie. Alors, vous avez un avantage sur les Yetis, c'est que le musée de la Résistance est plus ancien. Il a été créé à Grenoble dans les années 60. Tout à fait, dans les années 60, donc par d'anciens résistants, d'anciens déportés et ce qu'on appelle des pédagogues, donc principalement des enseignants. L'idée, c'était vraiment de partager l'histoire et les valeurs de la résistance, de ce qui s'est passé notamment à Grenoble et en Isère. On est vraiment sur un focus local qui parle de la grande histoire après. Et l'idée, c'est de transmettre aux jeunes générations cette histoire pour du plus jamais ça et pour montrer vraiment ce qui s'est passé. Alors, il est situé à quelques centaines de mètres de Télé-Grenoble, dans la rue Hébert, près de la place de Verdun. Il est destiné au grand public, ce musée, ou vous parlez de pédagogie, ou c'est plutôt un musée à destination des scolaires? Alors, c'est un musée qui a été pensé initialement vraiment pour les jeunes générations, je le disais. Nous, on reçoit énormément de scolaires. On a un travail, je suis aussi chargée de la médiation, donc on a un vrai travail avec des enseignants également pour les scolaires. Mais c'est aussi un musée qu'on veut ouvrir à tous les publics. On veut que cette histoire soit transmise à un plus grand nombre. Donc, on essaye d'élargir au-delà de notre exposition. Donc là, qu'on peut voir à l'écran, on a des expositions temporaires. On a toute une programmation aussi de spectacles, de projections pour essayer de vraiment parler de cette thématique de toutes les manières possibles pour toucher le plus grand monde. Alors en ce moment, une des expos que l'on peut découvrir nous ramène en 1940 au moment du gouvernement de Vichy.
Tout à fait. Donc, c'est une exposition qu'on a appelée Former l'élite, l'École nationale des cadres de l'État français, Uriage 4042. Donc, un nom un petit peu long, mais où il fallait expliquer en un titre, finalement, de quoi traiter cette exposition. Donc, on a le mot Uriage qui peut-être résonne dans les oreilles des auditeurs et des Grenoblois, puisque c'est vraiment chez nous, c'est ce que je disais, c'est vraiment une histoire locale. On voit le château d'Uriage. Voilà, on voit le château. Et en fait, c'est une école qui a été pensée par Vichy, qui a été mise en place pour essayer de former une nouvelle élite, donc dans le cadre de la Révolution nationale qui avait été mise en place par l'État français. Et puis finalement, de fil en aiguille, ces personnes qui étaient dans cette école sont allées plus loin que que de mettre en place la Révolution nationale. Ils l'ont vraiment pensé. Et donc cette école a été fermée par Vichy, donc qui l'a montée et puis qui l'a fermée ensuite, puisqu'on s'éloignait trop de la doctrine en fait qui était mise en place. Et une partie des membres est rentrée dans la résistance. Bon, alors c'est une demi-gloire, on va dire qu'on formait les cadres de Vichy, mais il y en a certains qui sont partis, et c'est vrai qu'on essaye vraiment de dépeindre dans cette exposition ce passage-là d'une école purement vichiste, et comment avec des cercles d'études, comment par la discussion on peut aussi aller plus loin et se rendre compte que finalement on n'était peut-être pas vraiment dans la vérité aussi. Alors Vichy, c'était Pétain, il avait signé l'armistice avec l'Allemagne en juin 1940. Mais le vrai armistice, celui qui compte, hein, c'est celui du 8 mai, évidemment. C'est ça, c'est celui vraiment des Alliés et vraiment la fin de la guerre avec la reddition sans condition de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Voilà, Deuxième Guerre mondiale. On avait révisé tout à l'heure, avant que ça commence, tout le monde était au jus de cette page de l'histoire. Alors pour commémorer ce jour particulier, le musée s'est lancé dans la course il y a 3 ans. C'est ça, 4 ans maintenant. 4 ans, même. c'est ça, il y en a tellement qu'on ne sait plus. Oui, il y a 4 ans, donc c'était dans le cadre de la commémoration des 50 ans du musée. L'idée était vraiment d'arriver à redonner du sens à cette journée, aux commémorations, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est jour férié, on ne sait pas forcément pourquoi, c'est juste agréable. Et voilà. L'idée, c'était d'arriver à créer un événement qui pouvait redonner du sens à cette journée. Donc on a pensé à une course. Alors ça peut paraître étonnant, mais finalement c'était un événement rassembleur, un événement sportif, et également un moment où on pouvait parler aussi de l'histoire qu'il y avait dans la ville. Donc les 2 premières éditions étaient à Grenoble, et donc c'était 8 km de course, et donc tous les 8 km on avait des points en fait de hauts lieux de la résistance où on racontait aussi cette histoire. Et depuis l'année dernière, on se déplace sur le territoire pour montrer d'autres hauts lieux de la résistance. L'année dernière on était dans les Champs-Barans et cette année dans le Trièves, autour du village de Mins, où encore une fois, on a une exposition cette fois-ci qui est présentée sur le lieu d'accueil, donc au collège de Mins, le lieu d'animation. Et on a également sur la randonnée vraiment des panneaux historiés pour garder ce sens-là historique et se rassembler autour des commémorations aussi qui font partie vraiment d'un temps fort de la journée. Alors on le voit, ce sont les images de l'an dernier. Il y a de la course à pied, il y a du trail, puisque le Trièves, c'est une terre de sport de pleine nature. C'est également ouvert aux randonneurs et aux cyclos. Hein. Tout à fait. En fait, c'est l'intérêt également de se déplacer sur le territoire, c'est qu'on a pu aussi élargir les pratiques qui sont proposées. Donc cette année, on a donc la course de 8 km qui est notre course emblématique. On a un trail, il y a également en nouveauté une randonnée, c'est ce que vous disiez, une randonnée VTT. On a des parcours cyclo-touristiques, la course des enfants, et j'en parlais tout à l'heure aussi, un village d'animation où les personnes qui vont accompagner les coureurs peuvent aussi toute la journée profiter de ce qui sera proposé. Donc on le voyait à l'écran, on avait de l'attelage, on a de la slackline, voilà, on a un mur d'escalade, il y a le stand aussi sport santé du département de l'Isère qui met en avant les pratiques de sport de pleine nature, et également des parties plus historiques avec des projections de films l'après-midi. Bon, alors cette course de la résistance, ce sera évidemment le mardi 8 mai. C'est au moins pratique. Hein. Voilà. Chaque année, on connaît la date à l'avance, donc on peut programmer. Oui. On peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire. Le site internet jusqu'à la fin de la semaine. Ouais. On a des premiers retraits des dossards ce vendredi au musée, donc c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Bon, il y a un site internet, course de la résistance.fr qui permet d'avoir toutes les informations. Oui. Le Trièves, le Vercors, c'est une terre de résistance. On connaît le Trièves, c'est un peu moins connu que les maquis du Vercors. Le Trièves se trouve aussi dans les contreforts du Vercors. Alors il y a d'autres maquis qui l'entourent, mais c'est vrai qu'on a une histoire à la fois donc liée au Vercors, avec notamment l'attaque de juillet 44 où on a eu une bataille au pas de l'Aiguille, donc qui appartient au territoire du Trièves, donc qui fait partie de nos 4 lieux emblématiques qu'on va mettre en avant. Et il y a également une histoire de la résistance aussi, donc avec la fondation de maquis, notamment le maquis de Trémini,
avec des jeunes qui fuyaient le STO ou qui voulaient s'engager dans une forme de résistance. Et puis on a une résistance davantage civile avec des personnes qui vont cacher des enfants juifs. Donc notamment après l'Enfray-du-Gard, qui est un autre haut lieu de résistance, où un couple a décidé de cacher des enfants qui n'étaient pas malades, qui étaient juifs, et de les cacher pour les sauver en fait. Eh bien, le sport au service de l'histoire, à moins que ce soit l'inverse. Voilà. C'est donc ce mardi 8 mai pour la course de la résistance, donc autour de Mins, dans le sud du département. Et puis le sport et l'histoire, peut-être aussi si les Yetis arrivent à faire le doublé coupe et championnat cette saison. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Grand bravo en tout cas pour cette coupe. On se fait un petit hippie-poura là pour conclure, parce que je vous ai senti un petit peu tendu. C'est le deuxième sujet qui était abordé, qui était un peu plus... Allez, c'est quoi le cri de guerre des Yetis? Il y en a un? Oui, Ah, oui, vous pouvez le faire, le petit allez, cri de guerre là, on qu'on fait à chaque début de match. C'est Max qui écrit d'habitude. allez, qu'est-ce qui lance le... Donnez le micro. Allez Max, on Allez, Allez, Max. Le Grenoble alors oui. Ouais. Grenoble Grenoble Ouais. Bon, bah, merci à vous. Et puis, on se retrouve demain, même heure, même endroit, mais avec d'autres invités. Je ne suis pas sûr qu'on ait une Coupe de France, malheureusement. Bonne soirée. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.